Une fois de plus, merci de la confiance nous renouveler sur la télé Étoile Jaune. Votre journal s'ouvre à la cité Jekamine Moussonoy où les ex-travailleurs de la Générale de Carrières et des Mines fustigent la vente des maisons qu'ils sont en train d'habiter jusqu'à ce jour à des tierces personnes par leur employeur, au mépris des accords signés entre la Générale de Carrières et des Mines et ces agents. Détail avec passion par Kabamba. Dans l'accord signé en juin 2019 entre la Jekamine et ses agents habitant la cité Jekamine Moussonoy, ces derniers avaient obtenu l'autorisation d'acheter les maisons en épirant progressivement leurs factures. Bon, Jekamine a ringia mon processus ya kusha manyumba, mais namuna beko na ujisha aibafate procédure vile yo yiko. En tout cas, nous sommes vraiment trop étonnés. Selon ce que disent les documents sur l'achat des maisons Jekamine, on avait fait savoir que toute personne qui habite dans la maison, s'il a des possibilités, il peut s'y rendre du côté gym pour acheter les maisons. Mais à la grande surprise, aujourd'hui, on sent que ce sont des gens qui viennent d'ailleurs, qui s'en procurent des maisons. Pourtant, nous aussi, on en est capables. Mais hélas, à en croire certains occupants, cette concession aurait été vendue à une entreprise minière privée avec promesse de les indemniser. Ça fait plus d'une trentaine d'années que j'occupe cette maison. Mais aujourd'hui, on nous fait savoir que le maire de la ville a acheté nos maisons. Alors, qu'est-ce que nous allons devenir? Indexée parmi les présumés acheteurs, Madame le maire de la ville de Kolwezi, Véronique Oupité-Kamina, a été contactée par notre rédaction et l'autorité urbaine s'est réservée de tout commentaire. Madame, Messieurs, de la cité Jekamine Moussonoy, on parle à présent infrastructure pour se rendre compte de l'évolution des chantiers lancés par le gouvernement provincial du Lualaba. Le vice-gouverneur des provinces, Fifi Masuka Saini, a procédé ce vendredi à la visite de quelques chantiers dans la ville de Kolwezi. Le détail avec la presse du gouvernorat des provinces. C'est par l'avenue Manika au quartier Mutoshi qu'a démarré la visite d'inspection des chantiers. Ici, Fifi Masuka Saini a suivi des explications du commissaire général en charge des infrastructures pour l'Inkalaou avant de donner des instructions à l'entrepreneur pour placer les drains afin de canaliser les eaux des pluies. Et à la population qui a construit dans l'emprise de l'État de prendre des dispositions pour dégager et faciliter le travail de l'entrepreneur. Malgré la pluie, l'autorité provinciale a poursuivi sa ronde sur les avenues Ngungu et Kalima en pleine réhabilitation au quartier Mutoshi. Et sur le boulevard Laurent-Désiré Kabila qui subit un élargissement pour chuter par les avenues Djougou et des Pins au centre-ville de Kolwezi. Après, Madame le gouverneur s'est rendu compte d'une tête d'érosion qui menace les habitants du quartier Kanina dans la commune de Dilala et a décidé d'intervenir pour une solution urgente et palliative. Nous faisons notre effort pour que nous puissions essayer vraiment de dégager toutes les routes dans nos quartiers, que toutes les routes soient asphaltées. C'est ça la première des choses. La ville de Kolwezi, elle est sablonneuse. Donc si on ne fait rien, nous aurons des érosions partout. Vous voyez que nous nous forçons d'avoir des drains, d'avoir des marches piétons, d'avoir la servitude. C'est pour préserver toutes les maisons. La population à Liès n'a pas manqué d'encourager celle qu'on a surnommée Mama Béton pour sa détermination et sa bravoure de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici au Lualaba. Madame, Messieurs, des infrastructures, on parle économie à présent sur votre télévision. Exécution du budget 2022. L'opération a été lancée ce vendredi dans la ville de Kolwezi. C'est le maire de la ville, Véronique Oupité-Kamina, qui a patronné la cérémonie. Au parking public, Véronique Oupité a présidé la cérémonie solennelle de lancement du budget de l'État pour l'exercice 2022 dans la ville de Kolwezi. Cet exercice désormais traditionnel est compris comme l'accompagnement de l'hôtel de ville aux acteurs de la chaîne budgétaire pour une exécution optimale du budget. En 2021, malgré les contextes d'exécution du budget marqués par la persistance de la pandémie à coronavirus, les assujettis ont été plus patriotiques. Ils se sont bien acquittés de leurs obligations fiscales
ayant permis à la réalisation de certains projets de développement communautaire durant l'exercice 2021. Pour maximiser les recettes, cette année, la ville misera sur la numérisation du système de perception des fonds. Pour l'exercice budgétaire 2022, la mairie a pris toutes les dispositions pour l'informatisation de sa gestion comptable à tous les niveaux. C'est pourquoi nous exhortons tous les chefs de service générateurs des recettes de la ville à mettre à jour la base de données des assujettis de leur secteur respectif afin d'élargir l'assiette fiscale de notre entité et à activer toutes les taxes urbaines reconnues par l'ordonnance loi numéro 18/004 du 13 mars 2018 portant nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances des provinces et des entités territoriales décentralisées. Dans l'ensemble, les taux des taxes urbaines pour l'exercice 2022 n'ont pas du tout changé, a fait savoir le maire de la ville de Kolwezi. Province du Lualaba, vous le savez, l'année 2022 n'étant qu'à ce début, une aubaine pour les organes législatifs ainsi qu'exécutifs des procédés aux échanges des vœux. Cette cérémonie a vécu dans la salle de fête de l'hôtel Campi Yaboma. La presse du gouvernorat des provinces nous donne plus de détails. La salle des fêtes de l'hôtel Campi Yaboma dans la banlieue de Kolwezi a servi des cadres jeudi 3 février 2022 à la cérémonie d'échange de vœux organisée par Madame le gouverneur intérimaire de la province du Lualaba. Fifi Masuka Saini Marie-Thérèse a commencé par rendre grâce à Dieu pour cette nouvelle année. Elle a invité ses hôtes à cultiver l'amour et l'unité pour faciliter le développement de la province, tel que le veut le chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Je puisse commencer par rendre gloire à Dieu Tout-Puissant, qui a toujours été un bon berger pour nous, en tout lieu et en tout temps. Que le buffet de ce soir soit un symbole de redynamisation, de liens qui doivent exister entre nous, comme des équipes sur un terrain pour le bien-être du peuple lualabais. Parlant d'équipe, je ne saurais clore mon propos sans parler du grand coach, qui donne la technique et la tactique du jeu. Je cite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'honorable Louis Kamweni, président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, a quant à lui axé son allocution sur la paix, seul gage d'un développement harmonieux d'une nation. Le Lualaba, c'est une terre de paix. C'est une terre où il fait beau vivre. Nous devons, chacun à ce qui le concerne, amener la pierre à l'édifice de la paix, de la cohésion, de la cohabitation pacifique. Le partage d'un repas et la remise des cadeaux par Fifi Masuka Saini ont sanctionné la cérémonie. Madame, Messieurs, des échanges des vœux à l'enseignement supérieur et universitaire, peut-être vers la solution à la grève qui gangrène les universités publiques en République démocratique du Congo. Le patron de ce secteur, Mwindo Nzangi, a annoncé la signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement d'un côté et les enseignants de l'autre. Les commentaires de Ben Mouland nous donnent plus de détails. Des avancées significatives sont signalées dans les négociations entre le banc syndical et le gouvernement congolais sur la grève des scientifiques et personnels administratifs de l'enseignement supérieur et universitaire. Dans un tweet du ministre de l'ESU publié tard dans la nuit du 3 février 2022, Mwindo Nzangi annonce même la fin de cette grève entamée depuis le 5 janvier dernier, les jours de la reprise des activités académiques puis renouvelées le 25 janvier plus tard suite à l'ignorance de leur cahier des charges. Le ministre de l'ESU affirme qu'un compromis a été trouvé et qu'un protocole d'accord est signé entre le banc gouvernemental et les délégués syndicaux. Cependant, rien ne bouge du côté des grévistes. Leurs délégués affirment que les discussions se poursuivent dans le cadre de la commission paritaire gouvernement-banc syndical pour un compromis global de la revendication, notamment l'épineuse question des écarts de salaire et d'autres questions cruciales, notamment les bourses pour les scientifiques.
Toutefois, le banc syndical a obtenu la mécanisation des non-payés et la correction des grades pour les chefs des travaux et que le gouvernement accepte d'accorder un supplément sur les salaires de 120 000 pour les chefs des travaux, 119 000 et 5 000 francs pour les assistants respectivement des deuxièmes et premiers mandats, ce qui attribue aux chefs des travaux un salaire sans base de 743 000 francs et 430 000 francs, ainsi que 350 000 francs pour les assistants. Des propositions qui n'ont toujours pas trouvé gain de cause du côté des intéressés, d'où la poursuite des négociations dans les formats de la commission paritaire. Reste à savoir si la base acceptera les propositions du gouvernement lors des assemblées extraordinaires qui seront incessamment convoquées dans les institutions supérieures et universitaires publiques du pays. La grève n'est pas levée, mais plutôt suspendue durant cette période des négociations entre le gouvernement et le corps académique. Tout de même, les cours doivent reprendre dans les universités publiques en RDC. Confirmation du président de la délégation syndicale des enseignants de l'université de Kolwezi. Il a été joint au téléphone par Lucie Machik depuis Kinshasa où il participe à ces négociations. Nous ne parlons pas de la levée. Et selon l'esprit du protocole d'accord qui a été signé entre les deux parties, la partie gouvernementale et la partie syndicale, il a été convenu qu'au moment où les pourparlers vont bien sûr se poursuivre, dans le cadre de la commission paritaire, face aux différentes revendications du personnel, il a été convenu que pendant cette période, jusqu'au deuxième trimestre, la grève est suspendue et donc la reprise des activités académiques, n'est-ce pas, est annoncée. Automatique à partir du moment où l'accord a été signé hier. Tous les partenaires, nous parlons là-bas de différents comités de gestion, nous parlons des étudiants, nous parlons des enseignants et du personnel administratif, technique et ouvrier. Les uns et les autres doivent prendre des dispositions nécessaires pour que les activités reprennent, peut-être avec possibilité de rattraper les retards survenus indépendamment de notre bonne volonté. Processus électoral en République démocratique du Congo, vous êtes sans savoir que la Commission électorale nationale indépendante a rendu publique sa feuille de route qui couvre la période allant de 2021 à 2027. Une feuille de route qui partage les acteurs politiques en RDC, mais notamment ceux de la province du Lualaba. Du côté du Front commun pour les Congo, seule la tenue des élections en 2023 semble être intéressante. Vous savez, du temps de Kabila, lorsqu'on publiait quelque chose comme ça, l'opposition n'était là que pour contester. Cette fois ici, l'opposition ne conteste pas. Nous contestons la composition de la CENI parce qu'elle est mono-ethnique, tribale et régionale. Ça ne concerne que les gens de l'espace du Kasaï. Mais nous voulons qu'il organise ces élections. Comme ça, les Congolais vont lui montrer que ces calculs tribaux sont faux. Ces gens-là qui croient qu'il va les manipuler parce qu'ils sont nés du même espace linguistique que lui, ils sont des nationalistes, ils aiment ce pays, qui ne vont pas voter pour lui parce qu'il a détruit le pays, il a détruit la constitution, il a détruit tout ce qui fonctionnait dans ce pays. Et aujourd'hui, il est en train d'imposer le désordre comme mode de fonctionnement de ce pays. Par contre, Crispon Salomon, cadre des MSC, pense que la tenue des élections doit être une affaire de toutes les institutions afin d'éviter les glissements. La feuille de route, c'est vrai qu'elle respecte les élections dans le délai constitutionnel fixé pratiquement en décembre 2023, mais les contraintes ont été émises. Je crois qu'ici, nous en appelons à la responsabilité de toutes les institutions qui s'impliqueraient dans l'organisation des élections pour que réellement cette feuille de route soit respectée. Faute de cela, nous risquons de passer par une probable transition ou un probable glissement. Cette feuille de route, prenant en compte la période de 2021 à 2017, comprend les activités que la centrale électorale va devoir organiser pour la réussite du processus électoral si jamais les contraintes posées par la CENI sont surmontées.
Madame, Messieurs, feuille de route de la Commission électorale nationale indépendante, on en parlait toujours. En quoi ce document est-il différent du calendrier électoral qui sera aussi publié par la Commission électorale nationale indépendante? Pour comprendre la question, votre rédaction a joint au téléphone le politologue Jeff Mudimbi à Kapilou. Il est professeur mais aussi enseignant à l'université de Lubumbashi. Selon le professeur Mudimbi Kapilou, politologue, la feuille de route publiée par la CENI n'est qu'un document générique des actions à mener par la centrale électorale. La feuille de route indique les grandes lignes de ce que la CENI doit faire, mais sans en signifier les détails. Cette feuille de route doit être complétée par le calendrier électoral qui, lui, est plus explicite. Le calendrier vient maintenant pour spécifier avec des dates bien précises ce qui sera fait à telle ou telle autre époque. Donc la feuille de route est presque comme un plan d'ordre général. Il est trop général et il indique que réellement, bon, dans tel domaine on fera ceci, on fera cela. Mais le plan détaillé, et c'est ça ce qui peut être considéré comme l'incarnation du calendrier électoral. À en croire ce professeur à l'université de Lubumbashi, la feuille de route, tout comme le calendrier électoral, ces deux documents ne peuvent être réalisables que lorsque tous les moyens, tant financiers que matériels, sont conséquemment réunis. Nous allons parler sport avant de nous séparer d'avec vous. La finale de la 33e CAN Cameroun 2022 oppose le dimanche le Sénégal à l'Égypte. Le Pharaon, dernier qualifié, ont éliminé le Cameroun au tir au but 3-1 après un match nul des 0 buts partout. L'annonce de cette finale avec Eunice Mangassa. L'Égypte et le Sénégal vont s'affronter pour la 11e fois de l'histoire du football. Cette 11e confrontation entre les deux donne à l'Égypte le statut des favoris vu les statistiques. Sur les 10 rencontres précédentes entre les deux nations, les Pharaons comptent 6 victoires, 2 nuls et 2 défaites. La dernière rencontre entre Égyptiens et Sénégalais remonte à la CAN 2006. 16 ans après, les contextes et les choses ont changé. L'affiche Sénégal-Égypte nous réserve du spectacle et du beau jeu. Deux stars de Liverpool seront de la partie, Sadio Mané et Mohamed Salah, qui vont se battre pour que chacun donne à sa nation la victoire. Le Sénégal va tenter d'offrir à son peuple le premier titre continental avec Mané à la commande. Pour l'Égypte, une fois gagné cette coupe, ça sera la 8e couronne soulevée. La petite finale mettra aux prises le Burkina Faso et le Cameroun. Les chances sont partagées entre les deux nations. C'est du 50-50. Les 5 matchs déjà joués ont offert une victoire à chacune des deux nations et 3 matchs nuls. La victoire la plus récente entre les deux est à donner au Burkina Faso en 2018. À l'ouverture de cette CAN, les deux pays se sont neutralisés par les scores des 0 buts partout. À jamais, la passion de vous informer ne quittera nos cœurs. L'information est en continu chez nous sur www.wangou.info ou encore allez-y sur notre bande défilante. Merci à tous, à la prochaine.